Alors Jean-Michel Marchand, comment analysez-vous ce premier tour? On assiste à une bipolarisation du scrutin. Alors, le système de bipolarisation, il est dans le département, il n'est pas le même partout. Il y a quand même d'autres sensibilités politiques qui ont émergé sur le territoire français. Bon, ici, on arrive à un résultat qui était notre analyse d'avant le premier tour, c'est-à-dire qu'il y aurait un duel traditionnel gauche-droite, voilà, tout simplement, et pas uniquement à cause des 12,5% des inscrits, tout le monde a bien pu le noter. On a quand même assisté à une montée du FN assez forte. Oui, c'est inquiétant. C'est une vraie préoccupation parce que cette montée du FN ne se justifie pas par les peurs qui font en fait le programme du FN et qui n'existent pas sur notre territoire. Alors il faut que tous les partis républicains et démocrates prennent ces problématiques à bras-le-corps pour apporter des solutions à ces angoisses et être sans doute plus près de nos concitoyens, qu'ils soient dans les milieux ruraux ou qu'ils soient aussi dans les quartiers. On a un travail à faire très très important d'accompagnement des gens. Jean-Charles de Godeau, votre analyse? Bipolarisation classique gauche-droite. Quant à la montée du FN en milieu rural, je pense que on est notamment les médias sont un peu responsables aussi parce que le Parti socialiste, parce qu'il y a des choses aujourd'hui en France qui ne sont pas politiquement correctes. Quand on parle par exemple, je pense que la montée du Front National en milieu rural, c'est surtout une injustice par rapport à la répartition des aides sociales. C'est-à-dire que la personne qui se déclare parent isolé, qui n'est pas isolé, qui vit avec quelqu'un, mais à Angers, on ne le sait pas quand on instruit le dossier, dans les communes, on le sait, ça fâche, et qui vit avec quelqu'un qui refuse de se faire recenser, et qui à partir de là, peut-être parfois aussi travaille au noir, tout ça, ça fâche, ça fait un foyer qui n'existe pas fiscalement, et à côté de ça, on a des gens qui ont travaillé 40-45 ans dans leur ferme, et qui eux ont une retraite pas terrible, donc finalement ça finit par énerver un peu. Alors vous n'êtes pas d'accord, monsieur Marchand? Je ne partage pas cette analyse. Les faits que donne Jean-Charles de Godeau sont des faits réels qui existent, mais qui sont à une échelle assez peu importante, même si les gens ne manquent pas de le remarquer. Moi je crois qu'il y a une deuxième sorte d'injustice qu'il faut aussi noter, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'a Raffarin appelé la France d'en bas et celle d'en haut. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus de voir d'autres gagner des sommes très importantes et eux vivre avec des revenus peu importants. Moi, je n'oublie pas que beaucoup de nos concitoyens vivent au-dessous du seuil de pauvreté dans ce pays et dans notre circonscription, bien évidemment. Alors, moi je crois qu'il y a aussi l'éloignement, si vous voulez, l'éloignement de la vie publique qui fait qu'à un moment donné, on est un petit peu perdu et on est face à sa télévision. Et on peut attaquer les médias, mais on voit des choses qui n'existent pas exactement sur notre territoire. Alors, point de divergence pour vous? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les rémunérations exorbitantes. Par exemple, il y a les gens qui sont ni riches ni pauvres et qui disent voilà, moi ma femme elle est assistante de direction, moi je suis cadre commercial et on va nous abaisser le plafond de remboursement d'aide, par exemple pour la garde des enfants. Donc tout ça, les gens pour par exemple augmenter l'allocation rentrée scolaire qui va en fait et tout le monde trouve dommage qu'elle aille directement aux parents et qu'il faudrait mieux qu'elle aille aux professeurs ou aux écoles pour que ça serve vraiment, vraiment aux enfants et non pas à acheter de la hi-fi ou... Alors sur la... Et puis je vous parlerai du RSA aussi tout à l'heure. Un mot quand même sur ce point de l'allocation de rentrée scolaire. Elle est faite effectivement pour relancer le pouvoir d'achat des familles. Mais elle n'est pas prise sur les classes moyennes et modestes. Bien au contraire, François Hollande, dans son programme, a souhaité protéger ces classes moyennes et modestes et faire porter l'effort par tous
mais un tout petit peu plus par ceux qui ont des moyens. C'est la tranche d'impôt supplémentaire, c'est la taxation au-dessus, symbolique, au-dessus du million d'euros. 1 million d'euros, vous vous rendez compte? Voilà, c'est quelques mesures de cette façon. Ça ne fera pas tout. Ça ne fera pas tout, mais c'est quand même des mesures symboliques qui font qu'à un moment donné, on ramène de la justice fiscale et de l'équité sociale. Et vous, le RSA? Le RSA, en fait, quand j'ai défendu le RSA avec Martin Hirsch, on n'était pas nombreux à vouloir... c'est vraiment Nicolas Sarkozy qui l'a imposé, le RSA, avec Martin Hirsch. Je disais à Martin, plus d'argent de la collectivité sans contrepartie pour la collectivité. Ça, il était parfaitement d'accord. Tout le monde est d'accord quand on dit ça. Et ça aussi, ça énerve. C'est-à-dire des gens qui sont aidés, qui pourraient aider aussi par ailleurs et qui ne le font pas. Donc ça, c'était... et quand Laurent Wauquiez a proposé que les gens travaillent 7 heures par semaine, 7 heures payées au SMIC pour la collectivité, ça a été un tollé médiatique. Donc je dis qu'à ce niveau-là, on a quand même des sujets qui sont encore un peu trop tabous en France. Il va bien falloir qu'on répartisse plus justement, plus équitablement l'aide sociale. Ils sont tabous aussi pour vous, monsieur Marchand? Non, ils ne sont pas tabous pour moi. Je suis prêt à regarder tous ces sujets-là. Simplement, je constate que c'est toujours à ceux qui ont le plus de difficultés qu'on demande de faire le plus d'efforts. Et c'est par contre à d'autres à qui on fait du dégrèvement de fiscalité. Donc, moi je crois qu'effectivement, il faut mettre en place des aides sociales qui permettent aux gens de vivre convenablement, correctement. Il faut sans doute aussi y impliquer les collectivités. Quand je dis aussi, c'est sûrement les collectivités territoriales et les élus territoriaux qui sont les plus proches des gens et qui connaissent très très bien les situations. Il faut évidemment faire la chasse aux quelques frondeurs, mais il faut surtout encourager ceux qui font preuve de bonne volonté et qui cherchent de l'emploi, qui n'en trouvent pas. Alors, pour finir ce premier tour, la campagne est un petit peu tendue. Pour vous, M. Mortier, vous avez subi les attaques de votre concurrent, M. Mortier, maire de Longuet. Qu'en pensez-vous? Non, moi je ne fais jamais référence à mes concurrents pendant une campagne électorale et je ne me préoccupe pas de ce qu'ils disent. En l'occurrence, il dit ne pas vous soutenir au second tour. Ah, mais ça, il dit ce qu'il veut. Après, chaque électeur fait ce qu'il veut. D'accord, donc passons à la suite. Pour les sujets, on peut dire que les services publics de la circonscription sont de moins en moins nombreux. Le tribunal a fermé, les bureaux de poste aussi, il y a des classes qui ferment. Est-ce que c'est un processus inéluctable dû à la baisse du budget, des restrictions budgétaires? Non, ce n'est pas un processus inéluctable, c'est une volonté politique. Enfin, la réforme de la carte judiciaire a été faite soi-disant pour faire des économies. Force est de constater que, elle ne permet pas de faire des économies. Regardez un petit peu comment fonctionnent les tribunaux d'Angers, avec les moyens qu'ils ont été obligés de mettre en œuvre pour pouvoir s'installer. 2, ça n'accélère pas la mise en œuvre de la justice. Et 3, ça déménage le territoire. Donc là, c'est une erreur, mais tout le monde l'a bien compris, entre ce qui a été décidé à la capitale et ce que nous avons vécu sur le terrain. Tous les élus, quels qu'ils soient, n'étaient pas d'accord avec cette réforme. Ça, c'est le premier point. Par contre, tout aussi inquiétant, c'est la disparition des services publics. Vous avez parlé de la Poste, vous avez parlé de l'école. Si la Poste existe encore dans certaines communes rurales, c'est parce que la commune, les élus municipaux, ont voulu la maintenir à l'intérieur de la mairie. C'est quand même pas tout à fait normal, ceci. Et puis l'école. L'école, il y a 44 postes aujourd'hui fermés sur le département de Maine-et-Loire. En particulier des postes d'aide aux enfants en difficulté. C'est une erreur monumentale. Ces élèves-là, on les retrouvera plus tard. On les retrouvera sortant du système scolaire sans aucune formation, sans aucun diplôme. On les retrouvera dans les structures d'insertion. Il faut donner les moyens. Et c'est bien ça la proposition de François Hollande, de donner immédiatement des moyens à l'école, en termes de personnel, pas uniquement des enseignants, pour accompagner ces élèves-là. Il y a là une vraie volonté politique, et j'espère bien que cette volonté politique donnera droit dans les prochains jours à un moratoire pour la rentrée prochaine pour qu'on y retravaille. Monsieur Gourdeau, c'est inéluctable? Non, pas inéluctable. En ce qui concerne le tribunal de grande instance de Saumur, moi j'étais contre sa fermeture parce que un tribunal de grande instance qui fonctionne bien et rapidement, pour moi c'est une société qui derrière fonctionne bien. Donc j'étais contre, j'étais plutôt pour qu'on allège la somme de travail qu'il y avait à Angers et qu'on en remette un petit peu à Saumur. J'ai par ailleurs participé, le canton de Beaufort-en-Vallée a failli aller au tribunal d'instance d'Angers et par mon intervention il est resté sur le tribunal d'instance de Saumur parce que sinon c'était aussi dire
pratiquement à l'avance qu'on allait fermer le tribunal d'instance de Saumur. Donc ça, moi j'ai vraiment participé à maintenir ça. En ce qui concerne les fermetures de classes, moi ce que j'ai regardé, c'est que dans la circonscription, depuis entre 2002 et 2011, il y a eu, on a plutôt eu plus d'ouverture que de fermeture. Mais c'est vrai que depuis 2008, il y a eu un fléchissement pour des raisons qui vont rejoindre ce qu'on va sans doute parler un petit peu de l'économie du territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a moins de travail dans les endroits, c'est très clair aussi que les gens n'y restent pas. Si les gens n'y restent pas et s'il n'y a pas trop de locatifs, il y a moins de renouvellement de population, donc à terme il y a moins d'enfants et donc il y a fermeture de classe. Moi je rappelle simplement, c'est qu'aujourd'hui il y a 34 000, par rapport à 1990, 34 000 enseignants de plus pour 540 000 élèves en moins. Il y a 32 000... En France. Alors après les chiffres, on peut leur dire ce qu'on veut. 32 000 postes supprimés quand même ces dernières années. 32 000 postes. 32 000 postes supprimés, mais 1 million d'enseignants pour 12 millions d'élèves, avec un taux d'absentéisme de 12% à l'éducation nationale. Ça veut dire que le taux d'absentéisme étant dans la fonction publique entre 10 et 12%, on arrive quand même à avoir à peu près entre 500 000 et 600 000 personnes par mois qui ne travaillent pas. Donc il faut remettre les profs au boulot. Non, c'est pas remettre au boulot. Il y a une moi, j'appelle de mes voeux à une répartition. J'appelle de mes voeux à une répartition, à une réforme en profondeur de l'éducation nationale, en prenant le temps, 12 à 18 mois. Malheureusement, le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui disait qu'il fallait prendre le temps avant la passation des pouvoirs, il a déjà voulu affirmer qu'il allait changer les rythmes scolaires. C'est dommage. Je pense que l'éducation nationale a besoin d'une réforme, qu'on réfléchisse sur 12 à 18 mois et qu'on vote aux 2/3 des députés et des sénateurs. Moi, je le demandais déjà de mes voeux en 2007, de façon à ce que ce serait le gage d'un bon texte. Quand même. Je voulais revenir sur ce que disait Jean-Charles de Gourdeau. Bon, voilà, moi, au-delà de ce que vient de dire Jean-Charles de Gourdeau, il y a un fait maintenant qui est vérifié, c'est que les territoires ruraux se repeuplent. Il y a des migrations de familles du milieu urbain vers le milieu rural, pour différentes raisons, en particulier de coûts de terrain. La preuve, c'est que sur les parcs, et je ne parlerai pas beaucoup des parcs aujourd'hui, mais sur les parcs, qui sont des territoires plutôt fragiles, vous le savez bien, c'est un constat qui se fait sur l'ensemble de la France. Or, ces familles, qu'est-ce qu'elles attendent quand elles sont sur ces territoires? Elles attendent des services, et les mêmes services que celles qu'elles ont déjà eues en ville. Donc c'est pour ça qu'il faut à la fois des services à la petite enfance, qu'il faut une école qui soit en capacité de les accueillir. Alors, j'imagine qu'on partage ceci. Il ne s'agit pas de laisser ouvertes des écoles où il n'y aurait plus ou quasiment plus d'élèves. Il s'agit de maintenir des postes pour aider les enfants qui ont des difficultés ou pour accompagner, on n'en a pas parlé, accompagner tous ceux qui présentent un handicap pour les laisser dans un milieu normal. Mais au-delà de cela... On a fait 240 000, il y en a 200 000 quand même scolarisés. Oui. Il y en a, c'est bien. Ils n'y sont pas tous et on a du travail à faire. Et puis il y a un deuxième volet sur lequel il faut qu'on soit attentif, en particulier dans cette troisième circonscription, c'est ce qu'on appelle, d'un mot un peu excessif, je vous l'accorde, les déserts médicaux. Le fait que les médecins, les professions de santé, ne vont plus s'installer dans ces campagnes. Et nous avons besoin là d'un service au public qui soit important, qui soit aussi en nombre et en qualité, qui soit le même qu'en ville. Et voilà pourquoi, juste un mot, et voilà pourquoi on préconise la mise en place de pôles de santé de proximité. Ça ne se fera pas tout seul, ça se fait avec une volonté politique très forte au niveau national, et le relais des élus locaux, ça existe déjà sur le territoire, la maison médicale de Vernantes, celle de Parcé-les-Pins, mais ce relais-là est important, et c'est comme ça que doit fonctionner globalement la politique sur notre territoire. M. de Gourdeau, on a les moyens de faire ça ? Alors les moyens, la volonté politique, c'est très bien. Moi, j'ai aidé, tant que faire se peut, celle de Vernantes, Vernouel-Courléon. Et tant que faire se peut, les moyens, on va voir les moyens. La volonté politique, c'est une chose, et les moyens financiers, c'est autre chose. Après, c'est l'Agence régionale de santé qui commande. Oui, puis... Bon, sur ce, dans certaines bourgades, ou dans certains chefs-lieux de canton, peut-être que la communauté de communes peut s'impliquer et puis peut financer. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Une maison de santé, c'est déjà au départ une sorte d'atelier relais pour des professions de santé, à commencer par les médecins. Mais alors, on fait des ateliers relais pour attirer les entreprises et on fait
je dirais, des maisons de santé pour que les médecins puissent venir s'installer ensemble avec d'autres professions, voilà. avec d'autres professionnels. La situation est préoccupante. N'oublions pas aussi le rôle que joueront là-dedans les régions et les départements dans un acte 3 de la décentralisation. On sait que certaines régions commencent à financer les études des médecins, par exemple, pour qu'ils restent sur le territoire régional. Premier pas intéressant, mais pas suffisant. Si nous, les médecins, restent à Nantes ou à Angers, on a sûrement besoin d'eux là-bas. Nul ne le conteste. Mais on a besoin d'eux aussi à Noyant et à Parcé-les-Pins, et à Durtal, bien évidemment. Enfin voilà, il faut qu'il y ait là encore une volonté politique d'aménagement du territoire et d'équilibre entre l'urbain et le rural. C'est bon, on parle sur l'économie? On peut partir sur l'économie parce que ça va participer à l'aménagement du territoire aussi. Alors la région est un peu en panne économiquement. Le chômage est élevé, il y a pas mal de blocages. Qu'est-ce que peut faire un député? Que vous avez fait, M. Tougourdeau, sur le sujet? Alors, là, en panne. Oui, mais on ne peut pas dire en panne, d'abord parce qu'il y a plein de belles entreprises sur notre territoire. Il y a aussi une agriculture qui est riche et variée, enfin disons riche de sa diversité. Mais moi, je me bats aujourd'hui. Le taux de chômage est élevé. Oui, il est plus élevé qu'ailleurs. Mais c'est pas encore, là encore une fois, c'est pas une fatalité. C'est structurel, c'est de l'agriculture? Non, mais il y a un moment donné, il y a des choix qu'il faut pas louper. Les champignons, par exemple. Il n'y a pas que les champignons. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui fêter les 40 ans de Michelin à Saumur. J'aimerais bien fêter la présence de Citroën en Anjou, au lieu que ce soit en Ille-et-Vilaine. Il ne faut pas rater trop de projets. Donc c'est pour ça, moi, quand je me bats pour des projets, même que ce soit le pôle mécanique, que ce soit, ça crée des centaines d'emplois, que ce soit ramener entre Angers-Saumur une maison d'arrêt, ça participe à créer de l'activité économique. Quand on a Center Park à Gênes, le projet de Center Park à Gênes, moi je suis très déçu quand les élus commencent à se mobiliser, puis qu'on a une conseillère régionale écologiste qui dit le Center Park à Gênes, non. Parce que le Center Park, c'est celui de Sarrebourg, c'est 614 emplois, c'est 420 équivalents temps plein. Oui, mais on n'aura pas. C'est juste à côté, simplement, l'Anjou ne récupérera pas et les collectivités locales ne récupéreront pas les 1 600 000 euros de taxes locales annuelles. Mais c'est quand même pas. Mais par contre, j'espère bien qu'il y a des Saumurois qui pourront y travailler. Mais c'est pas suffisant. Je pense qu'à un moment donné, et je ne parle pas non plus, et Jean-Michel Marchand le sait bien, je ne parle pas des 200 emplois qui étaient en instance et qui sont toujours en instance et qui tardent à venir sur la zone de Méron, parce que, et ça Jean-Michel Marchand connaît bien le dossier, parce qu'il y a une anémone sauvage qui est sur le site, et je caricature à peine, c'est-à-dire qu'il faut préserver sur une zone industrielle des zones naturelles. Moi je veux bien, mais la préservation de l'environnement doit se faire en faveur de l'homme. On y reviendra après. Monsieur Marchand, sur Méron. C'est pas la circonscription, mais bon. Juste une remarque en clin d'œil, monsieur. C'est étonnant, on avait tiré au sort, c'est moi qui commençais. Mais sur l'économie, on donne la parole à monsieur Tougourdeau d'abord. Il faut le donner, il faut le dire quand même, que chacun en soit bien conscient. Mais bon, pas dramatique. Plus généralement, c'est pas grave, bien évidemment. Plus généralement, moi je crois qu'il faut d'abord noter les atouts de notre territoire. Ça vient d'être dit. L'agriculture particulièrement diversifiée, avec des cultures spécialisées, la diversité de nos entreprises, il y en a des belles quand même sur ce territoire. Et puis, le maillage des PME-PMI. Et moi je crois très sincèrement que c'est par ce maillage des PME-PMI que nous développerons ce territoire. Et donc il faut les accompagner, ces PME-PMI. Bon, on peut revenir sur le programme de François Hollande, une fiscalité différenciée suivant la taille, une banque publique d'investissement, contrat de génération, des crédits pour la recherche-développement. Juste un mot sur les crédits de recherche-développement, ça n'a pas été inventé hier, ça date depuis bien longtemps. Il faut que vous sachiez, il faut que nos concitoyens le sachent, 70% de ces crédits recherche-développement ont été utilisés par les très grosses entreprises. Et la moitié de ces crédits-là ont été utilisés par les banques pour créer les produits dont certains ont souffert. Voilà. Donc il faut changer tout ça. Alors je reviens maintenant à des... C'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que déjà du temps de Jospin, c'était déjà comme ça. Je n'accuse personne. Je dis qu'il faut réorienter les moyens financiers à la disposition des entreprises plutôt vers les PME-PMI qui en ont bien besoin, vous ne me contesterez pas là-dessus, plutôt que vers les très très grosses boîtes qui peuvent largement s'en passer pour certaines d'entre elles, sans avoir quand même la préoccupation de celles qui passent par des moments difficiles, nous le savons bien. Je pense à Doux en particulier, on est
en partie touchés par ce qui se passe dans l'entreprise Doux, dans le nord du département. Je reviens sur la remarque concernant le développement économique et la contradiction qu'il y aurait entre développement économique et protection de l'environnement. D'abord, faire remarquer... Pas complètement la contradiction, hein, mais la gêne que ça peut occasionner. Ah ben c'est bien déjà qu'on en arrive déjà à ce premier point. Là, je fais remarquer d'abord qu'il s'agit de directives européennes qui ont été appliquées à notre pays comme toutes les directives européennes. Bien. Qu'il s'agit de végétaux qui sont sauvegardés. Alors, tout de suite une remarque. Peut-être qu'il faut changer cette directive européenne dans son esprit. Il ne s'agit pas de sauver, et c'est ça ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui, il ne s'agit pas de sauver, de protéger les individus un par un, il s'agit de protéger l'espèce. Et sur le territoire de Muiron, on a les possibilités de protéger cette espèce, de la sauvegarder ailleurs que... C'est en bonne voie ou pas? Sur le PNR a travaillé là-dessus, vous savez bien que c'est le PNR qui fait le rapport. Moi, je crois qu'on est en bonne voie. On a beaucoup avancé là-dessus. Mais pendant ce temps-là, on a 200 personnes qui attendent un emploi. On est bien d'accord, mais ce n'est pas le PNR qui est responsable de ça. Il faudrait simplement le faire remarquer. Au contraire, le PNR est un outil de facilitateur pour essayer de faire débloquer la situation. Les élus saumurois et de l'agglo le savent bien. Donc, il nous faut débloquer la situation. Comment débloque-t-on la situation? Vous le savez, en mettant en œuvre des mesures compensatoires. Elles sont là. Il nous faut maintenant simplement obtenir le feu vert des autorités. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. On est à Paris en fin de mois pour pouvoir défendre ce dossier. On est déjà monté d'ailleurs à Matignon pendant la législature juste pour ce dossier. Oui. Et je ne parle pas du site de compostage à Chassé, Franche-Champignon, compostage de déchets animaux, qui est bon, assez compliqué comme dossier. Remplacé par un compostage végétal mélangé avec des bouts de station d'épuration, et où le chef d'entreprise en question, qui était candidat à la reprise, jette l'éponge, parce que ça fait 2 ans qu'on le promène, et il sait qu'à partir du moment où on lui donne l'accord, il va mettre encore à peu près 2 à 3 ans à démarrer. Et alors qu'on pourrait passer à une logique d'accompagnement en ce qui concerne la DREAL, c'est-à-dire que, moi j'ai dit à la DREAL, mais pourquoi vous ne dites pas à ce monsieur, commencez, et vous aurez un référent à la DREAL, et dans 3, 4, 5 ans, vous aurez une entreprise au Nord. Pendant ce temps-là, c'est 50 emplois qui travaillent et qui ne sont pas ces dossiers sont des dossiers compliqués, chacun le sait, et Jean-Charles Pellegrino aussi bien que moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire avancer. Mais pour les faire avancer, il faut les faire avancer dans la concertation. Oui, c'est le rôle de la député. Non, c'est le rôle de tous les élus du territoire. C'est aussi un rôle des députés de mettre de l'huile sur les rouages. C'est le rôle de tous les élus du territoire. Lorsque les dossiers sont faciles, on n'a absolument pas besoin des députés. Lorsqu'ils sont compliqués comme ceci, on le sait bien, on a besoin que des gens aillent débloquer des situations auprès des autorités préfectorales, voire des autorités ministérielles, et tous les députés, quels qu'ils soient, si emploi, vous le savez bien, tout le monde le sait. Et si l'un ou l'autre, nous sommes élus demain, et il y en aura un des deux qui sera élu, eh bien, il le fera, j'en suis intimement persuadé, c'est du moins l'engagement que je prends. C'est sympa, ça, M. de Gourdeau. Je prends évidemment le même engagement, puisque de toute façon, je m'y suis déjà attelé. Mais alors, ce que je voulais dire, dans ce qu'on peut faire pour les PME, il n'y a pas que la fiscalité, ou il n'y a pas que les aides financières. Il y a aussi la simplification administrative et les délais de réponse de l'administration aux demandes. Si on pouvait réduire les délais de l'administration à 1 mois pour tous ceux qui travaillent à leur compte, qui créent la richesse, qui créent le travail, et c'est ce travail qui crée l'emploi, qui permet de faire bouillir toute la marmite des aides sociales en France et toute la gestion de notre société. Donc c'est vraiment le travail. Et tant qu'on ne facilitera pas ce travail, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Chassé, la société pourrait être en train de travailler et la DREAL pourrait l'accompagner, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant, et dans 3, 4, 5 ans, l'entreprise serait aux normes. Or, aujourd'hui, on demande à ce que l'entreprise soit aux normes avant de commencer à travailler. Comment? Moi, j'attends beaucoup de l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, on peut constater que les dossiers sont étudiés et par l'État et par les financeurs. Quels sont les financeurs? Les régions, les départements, les communautés de communes, etc. Ces dossiers, ils passent entre les mains de je ne sais combien de personnes. Simplifions les choses. Simplifions les choses. Laissons à l'État ses responsabilités régaliennes et donnons aux collectivités territoriales, aux départements pour l'économie, au département pour le social, pardon, à la région pour l'économie, les compétences nécessaires et les moyens nécessaires pour traiter les dossiers,
et on gagnera beaucoup de temps. Voilà. D'accord. Bah, je fais juste remarquer à Jean-Michel Marchand que les 2 lois de simplification qu'on a faites pendant la législature, la gauche n'a pas voté. Eh bien, on verra ce que fera la droite pour la prochaine. Ah mais moi, tout ce qui sera bon à prendre au niveau de la France pour libérer le travail, je voterai. Très bien. Bon, il y a juste d'autres dispositions proposées par François Hollande que moi je voterai pas. Par exemple, le droit de vote des étrangers, ça je voterai pas, ça c'est clair. Je voulais ajouter un point sur l'économie parce qu'il faut qu'on en parle ici sur ce territoire du Val-de-Loire. C'est quand même l'activité touristique. Elle représente un nombre d'emplois intéressant. Elle mobilise des employeurs qui sont de petites, voire de très petites entreprises. Et elle permet de faire connaître notre région. Alors, et puis elle la valorise. Enfin, le fait que le Val-de-Loire soit classé UNESCO, c'est quand même une très bonne chose au niveau communication. Le fait que nous ayons mis tous confondus, que ce soit la région, le département, les communautés de communes, en place des itinéraires cyclables. C'est une haute excellente chose, ça permet d'avoir à la fois de l'hébergement et de la restauration. Mais je voudrais profiter de cet instant pour dire que nous travaillons cette fois-ci à une liaison cyclable entre le parc Loire-Anjou-Touraine et le parc du Marais-Poitevin, avec le CDT Maine-et-Loire, c'est le Toué à vélo, et avec le CDT, c'est-à-dire le comité départemental du tourisme des Deux-Sèvres. Ça ne peut être qu'une bonne chose, tout le monde s'en satisfera. Moi, je partage ces actions-là, mais là encore, la différence, c'est que moi, je dis que c'est la France qui doit s'adapter aux touristes, et non le tourisme qui doit s'adapter, les touristes qui doivent s'adapter à la France. Donc je parle de ça pour les horaires d'ouverture, des commerces et autres, enfin il y a un certain nombre de choses. Faire en sorte qu'il y ait des heures travaillées qui créent de la richesse, parce que sinon notre système social, notre système de retraite, tout ça, on ira dans le mur. Donc vous êtes d'accord sur tout, presque, sauf un point clivant, le vote des étrangers que vous avez abordé, M. de Gourdeau, M. Marchand. Moi, j'ai pas le sentiment, à nous écouter l'un et l'autre, qu'on était d'accord sur tout. Pour le développement économique. On était pour le développement économique. Il y a des nuances dans la façon. Hein, voilà, parce que, bien sûr. S'il n'y avait pas des nuances dans la façon de faire, sans doute qu'on ne serait pas là côte à côte et face à face vis-à-vis des électeurs de la 3e circonscription. Je crois qu'il y a eu une expérience qui a été conduite pendant 5 ans d'une présidence de droite. Nous espérons autre chose d'une présidence de gauche, et nos concitoyens pourront juger après coup. Voilà, une volonté politique qui s'est exprimée dans un sens à un moment donné, une volonté politique qui se dessine dans l'autre sens. Et nos concitoyens de la 3e circonscription, eh bien, ils feront le choix entre les deux, tout simplement. Mais évidemment que chacun est attaché au développement de son territoire. Évidemment que faire en sorte que des entreprises viennent s'installer. Mais on ne peut pas regretter éternellement que Michelin ne soit pas là. L'erreur a été faite bien avant nous. Alors, non, mais je dis ça parce qu'il faut pas qu'il faut pas rater les grands projets qui passent. Et je pense que Center Park, ça aurait été bien qu'on le rate pas. Eh bien, écoutez, M. Touvenot, je crois que Center Park, s'il avait eu la volonté de s'installer chez nous, il aurait sans doute pu le faire. Il a battu très rapidement en retraite, trop rapidement en retraite, me semble-t-il, parce qu'il n'a pas étudié les différentes possibilités qui lui ont été proposées, en particulier par le Conseil général et par son président. Comment ? Il n'a pas eu peur tout de suite ? Oh, moi je crois qu'il faut regarder dans quelles conditions il arrive dans la Vienne. Enfin bon, sur un terrain qui lui est offert. Non, mais c'est pour ça que nous aussi, il faut qu'on prépare ça, parce que ça se prépare. C'est-à-dire qu'en faisant des grandes réserves foncières, mais le problème des grandes réserves foncières, c'est quand on commence à établir ça, à préparer ça, les gens se demandent toujours ce qu'on va y faire. Mais ça fait partie du courage que les élus doivent avoir. On passe à la conclusion ? Eh bien, si vous voulez. Si vous voulez. M. Marchand, vous n'avez pas répondu au point au niveau des étrangers. Au niveau des étrangers, écoutez... Je préciserai donc dans quel cadre je dis ça. Voilà. Parce que le vote des étrangers, on nous dit non, mais c'est juste aux élections locales. Mais aux élections locales, on élit des conseillers municipaux qui après élisent des grands électeurs, et ces grands électeurs élisent des sénateurs qui font la loi en France. Moi je dis que pour faire la loi en France, il faut simplement être français, ça me paraît normal. M. Marchand. Ben, c'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste parce que, d'abord, tous les élus ne sont pas grands électeurs. Mais on les désigne, on les élit. Voilà, on sera tous grands électeurs. Et puis, puisque nous avons été l'un et l'autre à l'Assemblée nationale, on sait bien que pour
la très grande majorité des lois, la parole, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Donc les sénateurs participent à la loi. Ils ne la font pas complètement. Ils seraient pas contents si vous entendez. Non, mais voilà. Bon, non, plus sérieusement. C'est une question de principe. Plus sérieusement. Peut-être qu'il faut-il réformer le Sénat. On en parlait beaucoup à un moment donné, on en parle moins maintenant. Plus sur ce point-là, bien entendu, il y a des conditions, il faut que les gens soient installés depuis un certain temps, et ils y paient des impôts, ils y travaillent, ils consomment. Bon, voilà, permettons-leur, comme à ceux les ressortissants de la communauté européenne, de participer aux élections locales, c'est-à-dire à l'élection des conseillers municipaux, et par ricochet évidemment aux élus des communautés de communes. Voilà la position qui est faite, qui est une position assez modeste, simple et de bon sens. Conclusion. Je crois qu'on éviterait sans doute, dans beaucoup d'endroits, pas chez nous, ce n'est pas sensible, un certain communautarisme qui s'instaure et qui quand même est préoccupant. Bon, la conclusion, écoutez, s'il me revient de faire la conclusion le premier... Qu'est-ce qui fera que vous serez un bon député? Oh, écoutez, un bon député, on est toujours un bon député pour un certain nombre de personnes, un bien mauvais pour d'autres. On peut nous dire en clin d'œil que de temps en temps, alors on nous reproche d'être un peu trop souvent sur le territoire à couper des rubans, mais à l'inversement, on nous accuse de n'y venir que lorsqu'il y a des élections. Enfin voilà, on n'est jamais bon pour tout le monde, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être au service d'eux. Au service d'eux, au service des citoyens, au service du territoire, au service de son développement, et être très à l'écoute. Un député, ça fait deux choses. Ça vote les lois d'abord, parce qu'on oublie toujours que ça vote les lois. Ça passe normalement une grosse partie de son temps à l'Assemblée nationale pour pouvoir réfléchir, discuter, proposer des modifications pour que la loi soit la meilleure possible. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est élu sur un territoire. Pour nous, ce sera la 3e circonscription. Et il doit être évidemment très attentif à ce territoire. Attentif pour deux raisons. D'abord, pour porter les projets de ce territoire lorsque ces projets le méritent, c'est-à-dire dont ils ont lorsque ces projets ont besoin d'être portés. Et puis deuxièmement, être à l'écoute des citoyens pour savoir que si la loi qui a été votée à Paris s'applique comme on l'avait imaginé et qu'il n'y a pas par hasard des corrections à y apporter. Monsieur de Gourdeau, c'est ça, c'est ça. Troisième mandat, pareil? Encore? Non. Non, bah d'abord, ce n'est jamais pareil parce qu'on a l'expérience, on a un peu plus d'expérience, un peu plus de savoir-faire, mais c'est toujours la même passion, moi, qui m'anime, c'est l'intérêt général, la défense de l'intérêt général. Et moi, j'ai ça dans mes gènes. J'ai mon père qui était médecin de campagne, à la campagne. Ensuite, il s'est engagé en politique. Il a toujours été au service des autres. Il m'a toujours dit de faire ce que je croyais bon pour ma collectivité. Et puis après, les gens jugent. Mais c'est toujours compliqué quand on est aux affaires. C'est qu'au moment où on décide des choses qui font l'unanimité quelques années plus tard, c'est souvent compliqué. Mais c'est toujours cette foi qui m'anime de l'intérêt général.